Yo, bienvenue sur Radio Art Thérapie dans cet épisode hors série qui aura deux fonctions. La première, c'est de faire un petit bilan de ces 4 premiers mois et la deuxième, c'est d'offrir un complément à l'épisode 3 sorti ce mois de juillet. En fait, une des art thérapeutes qui est intervenue, Nathalie Thomas, m'a parlé d'une personne qui a subi un burn-out et qui s'est présentée à elle pour un suivi art thérapeutique. Le témoignage de cette prise en charge, il illustre complètement l'épisode en fait. Et comme c'était pendant notre entretien, j'ai l'enregistrement. Alors au début, je voulais pas forcément le diffuser, et puis je me suis rendu compte que ça pouvait être une très bonne manière de montrer par l'exemple les effets de l'art-thérapie quand on traverse des difficultés comme le burn-out. Mais d'abord, un petit bilan. Et une petite question à vous poser aussi. Qui que vous soyez, que vous connaissiez l'art-thérapie ou pas, que vous la pratiquiez ou pas, que vous soyez juste curieux ou curieuse, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites à une chaîne d'art-thérapie. Cette chaîne, je savais dès que je l'ai ouverte qu'avec ce format de vidéo assez longue, assez dense, un peu éloigné des standards YouTube, elle pouvait être déroutante quand on est une personne qui vient sur YouTube juste pour se divertir. Quand on est une personne qui veut pas trop se patchourner la bournifle, comme on dit dans le sud-ouest. Non, on dit pas ça dans le sud-ouest, en fait on dit ça nulle part. Oui, d'ailleurs, vous aurez probablement remarqué à mon accent que je viens du sud-ouest. Alors, j'ai appris à parler un accent un peu différent avec d'autres art thérapeutes, mais en fait, j'y tiens à mon accent et je vais le garder. Et puis, l'art-thérapie, ça reste un sujet assez peu connu. J'en ai eu la confirmation quand on a fait le micro-trottoir dans l'épisode 2. Moi, j'ai le nez dedans toute la journée. Alors, j'ai l'impression que ça intéresse les gens, que les gens connaissent, mais bon, c'est un biais cognitif tout à fait classique. Mais en réalité, les gens, l'art-thérapie, globalement, ils en ont rien à foutre. Bon, c'est pas exactement ça non plus. Disons que j'ai la sensation, dès que j'en parle à une personne qui ne connaît pas du tout, que ça l'intéresse, mais qu'elle n'a pas les outils pour comprendre ce que c'est exactement, et du coup elle est sujette à beaucoup de représentations. Cela dit, je suis sûr que vous connaissez des chaînes YouTube qui mettent en avant des domaines moins connus, dans des formats alternatifs, et il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien et qui sont excellentes. Personnellement, on peut dire que je suis un gros consommateur de contenu sur YouTube, et certains vidéastes m'ont clairement prouvé que sur cette plateforme, il y a une place pour du contenu alternatif de qualité. Donc, j'ai l'intuition que l'art-thérapie peut trouver une résonance ici. Même si ça prendra sans doute plus de temps que si je faisais des montages de vidéos de chats mignons ou du NPC live comme ils font maintenant sur TikTok. Et cette intuition, en me regardant, en m'écoutant, vous êtes en train de la confirmer. Donc oui, voilà, je vous suis reconnaissant et j'espère que mon travail a pu vous apporter de la connaissance, du divertissement et un peu d'inspiration. Si une seule de ces vidéos a résonné en vous, vous a donné envie de créer, de pratiquer une activité artistique et encore mieux, vous a donné envie de vous intéresser à l'art-thérapie, voire même de pratiquer l'art-thérapie, c'est trop bien. Mon but ici, c'est évidemment que mes vidéos marchent, mais c'est pas non plus de devenir youtubeur en fait. Ça, je m'en bats l'œuf, je veux rester art thérapeute et je suis très bien comme ça. Simplement, si vous voulez, cette chaîne YouTube, c'est ma manière de continuer à élaborer, comme on dit en psychothérapie, en gros, de continuer à faire vivre l'art-thérapie et à m'améliorer en tant que professionnel à travers tout le travail de recherche, le travail de montage, le travail aussi de rencontres qu'exigent en fait ces vidéos. Enfin bref, je suis en train de m'étaler là, c'est pas du tout le cœur du truc. Donc assez parlé de moi. Là, ce que j'aimerais maintenant, c'est parler de vous et que nous ayons un échange. Qu'aimeriez-vous voir sur une chaîne d'art-thérapie ?
Voilà, ma question, elle est aussi simple que ça. J'ai envie que cet espace dont vous faites partie, il vous régale en fait. Alors, les 2 formats actuels, radio-art-thérapie et art-chose, ils vont continuer. Simplement, je peux les faire évoluer, mais on peut aussi imaginer un 3e format. Pour tout vous dire, j'ai déjà quelques pistes. Je pensais par exemple à faire plus de focus sur mes propres séances ou sur le travail d'autres art-thérapeutes, un peu à la manière du cas clinique de Nathalie que vous allez entendre, ou pourquoi pas créer un format plus court, un peu comme des capsules qui demanderaient moins d'engagement aux spectateurs et donc qui pourraient être regardées plus facilement. J'ai aussi envie de faire des fiches de lecture pour que vous ayez accès aux idées principales des livres qui traitent de l'art-thérapie. Et j'ai aussi une autre idée, beaucoup plus ambitieuse, qui trotte dans ma tête, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler. En tout cas, je veux mettre ma créativité à l'épreuve et je vous fais confiance pour ça. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je trouve ça super excitant en fait, de se dire que vous, maintenant, n'importe qui en fait qui regarde cette chaîne peut avoir un impact significatif dessus. Planter une graine qui donnera plus tard quelque chose de nouveau et de personnalisé. Quelque chose qui sera la manifestation de votre inspiration, de votre créativité, de votre envie, là maintenant, à l'instant T. Partager notre créativité sur une chaîne d'art-thérapie, c'est presque une mise en abîme en fait. La chaîne, elle en est encore qu'à ses débuts, donc j'ai envie de dire, c'est le moment en fait. Allez-y, lancez-vous, balancez-moi vos idées les plus créatives, vos idées les plus challengeantes, je prends. Alors qu'on soit d'accord, et je lève mon double doigt inquisiteur, donc c'est très important. Challengeant, ça veut pas dire sauter de la tour Eiffel en slibard, ou bouffer des tacos par le cul. On est d'accord. On reste dans l'art-thérapie. Sinon je me fâche. Putain, j'arrive même pas à le dire. Que c'est nul. Que c'est nul. Quelle est nulle ma phrase. Qu'est-ce que c'est vulgaire. Je suis vraiment désolé. Je vous propose de m'écrire à cette adresse email sur mon site internet ou dans l'espace commentaire si jamais vous avez des idées. Et si vous êtes art-thérapeute, musicothérapeute, danse-thérapeute, sonothérapeute, etc., évidemment, n'hésitez pas à vous manifester aussi. Je veux vous donner la parole dans de futurs épisodes. Il y a déjà pas mal de belles choses en route, mais je suis sûr qu'on peut faire plus. Le vecteur de cette chaîne, c'est vraiment, comme l'ont dit très justement Céline et Katia dans l'épisode 2, c'est vraiment d'ouvrir les espaces, de montrer toutes les facettes de l'art-thérapie pour qu'une personne intéressée par un suivi art thérapeutique puisse faire un choix en connaissance de cause. Cette discipline, elle mérite des espaces de discussion et de consolidation autour d'un même but, accompagner la personne vers un mieux-être par le processus créatif. Si vous voulez soutenir cette chaîne, rien de mieux que de visionner, revisionner et partager les vidéos. Contribuer à un travail qui nous touche, indirectement, ça donne confiance en son propre travail. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour l'épisode probablement le plus poétique et certainement le plus personnel. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, l'art n'est pas qu'un loisir. C'est une thérapie. Alors, oui, je veux bien donner un exemple, mais avant, je crois qu'il est important que je vous donne le cadre dans lequel je veux travailler. Enfin, en fait, j'ai construit mon cadre de travail et ce cadre-là est important parce qu'on n'a pas tous le même. Donc moi, je donne entre 45 minutes et 1h30 à chaque patient. 1h30 maximum parce que ça fait beaucoup. Mais du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même rapidité. Quelqu'un qui vient de souffrir d'un AVC ne va pas avoir la même rapidité que quelqu'un qui a 14 ans et qui est en pleine croissance. Donc voilà, ça c'est déjà le cadre du temps. Et entre chaque patient, je prends 20 minutes pour moi, pour sortir de la séance et pour me restaurer et être capable d'accueillir la nouvelle personne. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel je suis et que je me donne.
Et c'est pour ça que je fais très peu d'institutionnel dans le sens où je vais être intervenante extérieure, mais je ne vais pas signer un contrat avec une institution. Parce que l'institution va me donner une contrainte horaire. Ça, j'en ai l'expérience et c'est non. Voilà, je refuse catégoriquement. Donc, c'est du luxe qui a un coût parce que du coup, je gagne moins ma vie, mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est offrir. Enfin, mon cadre de travail doit être confortable pour moi et doit être confortable pour les personnes que j'accueille. C'est voilà, ma déontologie est là. Alors après, en termes d'un exemple, il y en a un qui me vient en tête, qui est une jeune femme lorsqu'elle est venue, donc avait explosé littéralement sur son lieu de travail. Voilà, la goutte d'eau qui a fait que du coup, elle a craqué complètement. Elle a cassé tout ce qu'il y avait dans la salle de repos qu'elle partage avec ses collègues. Et voilà, elle est sortie d'elle-même. Elle est partie de son lieu de travail en tremblant des pieds à la tête, en hurlant. Voilà, elle s'est retrouvée dans sa voiture. Elle est rentrée chez elle. Elle ne se souvient même pas du trajet. Et à partir du moment où elle est arrivée chez elle, elle s'est écroulée sur son lit et elle n'était plus en capacité de se lever, ni de manger, ni de boire, ni quoi que ce soit. Bon, fort heureusement, elle vivait avec quelqu'un, son conjoint, qui lui a permis de l'aider concrètement à se lever, à se laver, à manger, à boire, parce qu'elle en était là. Et donc, quand elle a poussé la porte du cabinet, elle avait déjà traversé quelques semaines après cette crise qui a eu ce climax, comme on dirait, dans cette entreprise. Elle avait déjà vu son médecin traitant. Elle était sous traitement, donc antidépresseur et anxiolytique, qu'elle a accepté de prendre contre sa volonté, on va dire, mais voilà, parce qu'on lui a dit c'est ça aussi la psychiatrie, en gros. Donc elle a pris peur, elle a pris le traitement. Donc déjà, c'était violent. Et du coup, quand elle a poussé la porte, ça a été vraiment ok. Là, on va prendre le temps. Il y a plus il y a plus de contraintes, il y a plus rien. Voilà, je lui ai expliqué le cadre et elle a accepté parce qu'elle avait essayé de voir des psychologues et elle n'arrivait pas à verbaliser sans que ça la mette dans un état émotionnel complètement débordant. Et donc, on a commencé un suivi qui a duré plusieurs mois, une fois par semaine. Lorsque c'était trop entre deux séances, je lui demandais de m'appeler et du coup, on pouvait décaler d'une semaine ou de deux quand c'était trop émotionnellement pour elle à gérer. Et petit à petit, je l'ai vue reprendre des couleurs, je dirais. Et vraiment, même ses dessins ont repris des couleurs. De reprendre, déjà de sortir de la culpabilité, de sortir de la honte, parce qu'elle avait honte de ce qui s'était passé. Et puis, d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup, son corps, son esprit sont mis sur off. Et du coup, il y a eu un travail de fond qui a été fait, parce que c'était de la goutte d'eau. Et quelles étaient les autres gouttes d'eau? Voilà. Et petit à petit, on a réduit les gouttes d'eau pour qu'elle puisse reprendre pied, arrêter son traitement avec son médecin, avec un accompagnement, pour pas qu'elle replonge. Et du coup, une grosse remise en question professionnelle, avec après un changement radical. Voilà, elle est repassée par la case formation, elle a changé de milieu. Et aujourd'hui, j'ai des nouvelles de temps en temps. Elle reste fragile, elle reste très sensible, mais elle arrive à reprendre une vie, on va dire, normale, entre guillemets, c'est-à-dire à pouvoir avoir un travail et avoir une vie de famille, une vie sociale, voilà, classique.